sur les produits techniques, donc électroniques, électroménagers. Le deuxième critère d'achat, c'est est-ce que c'est fiable ? Il y a le prix en premier, mais il y a le deuxième, est-ce que c'est fiable ? On a envie de les garder longtemps, ces produits-là. Après, il y a des gens qui veulent changer leurs produits tous les ans parce qu'ils veulent le dernier cri. Mais le sens de l'histoire et du monde, c'est que les gens, quand ils achètent quelque chose, ils veulent que ça ne les lâche pas dans le temps. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Panier. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Julien Lebescon, qui est directeur marketing de Fnac Darty, dans le groupe Fnac Darty. Salut Julien, ça va ? Salut Laurent, ça va très bien. Très heureux de te recevoir. On est le 22 juillet. Il se trouve que c'est mon anniversaire et tu l'avais retenu. C'était cool. Et c'est surtout mon dernier jour avant de belles vacances. Toi, tu pars bientôt, je crois. Bon, déjà, c'est le feu d'artifice, anniversaire, vacances. C'est ça, formidable. Et moi, je pars dans 2 semaines. Donc, dans 2 semaines. Voilà. Vous écoutez, chères auditrices, chers auditeurs, cet épisode le 29, donc il sort assez rapidement après son enregistrement. Et c'est très cool parce qu'on a plein de sujets à aborder sur ton rôle, tes enjeux, tes challenges. C'est dans le groupe Fnac Darty pour les marques que tu gères, Fnac et Darty. Et justement, en parlant de marque, c'est le premier sujet dont on va parler. Positionnement de marque. Comment est-ce que tu le gères ? Comment est-ce que ça évolue ? Comment est-ce que ça s'inscrit dans le temps ? Comment est-ce qu'on le modernise mais sans changer les fondamentaux ? C'est un sujet qui m'intéresse. On parlera également des assets du groupe, dont tu pourras d'ailleurs nous dresser le portrait en début d'entretien. Les assets du groupe, il y en a beaucoup. Il y a notamment le SAV, il y a le service client, il y a la connaissance produit des vendeurs en magasin. Comment est-ce que tout ça s'inscrit dans une démarche digitale, d'innovation et de modernisation du service ? C'est un sujet hyper intéressant. Je ferai d'ailleurs une parenthèse, mais je la ferai à la fin de cette intro, sur une expérience que j'ai eue, sur l'expérience en ligne justement, et comment est-ce qu'on se modernise pour rester, en faire un facteur clé de différenciation et de succès évidemment. Donc pas mal de sujets, on parlera aussi des réseaux sociaux et surtout des contenus, puisque les contenus sont nombreux dans le groupe, à la Fnac, chez Darty, prennent différentes formes. Et vous avez lancé l'éclaireur, qui est un média qui va plus loin que simplement la description produit, et c'est hyper intéressant. On en parlera. Voilà, pas mal de sujets. Très heureux de te recevoir. Bah, moi aussi, bienvenue. Très heureux d'être là. Tu peux nous présenter le groupe dans les grandes lignes ? Le groupe Fnac Darty, déjà, c'est le leader sur les univers de l'équipement de la maison et les loisirs. C'est un groupe dont les 2 enseignes datent des années 50, qui se sont rapprochées en 2016. Dans le groupe, il y a aussi d'autres enseignes comme Nature et Découverte et Wifix, c'est bon de le savoir. Et donc voilà, c'est des marchés qui sont fantastiques parce que ça veut dire à minima grande utilité dans la vie des gens, et même également toucher à la passion des gens, que vous aimiez la musique, la lecture, le cinéma, ainsi de suite. Voilà, on est au cœur des passions que vivent les gens, donc c'est hyper intéressant d'avoir ces 2 marques, notamment majeures, dont on va parler aujourd'hui, Fnac et Darty, dans ce groupe. Avec des valeurs ultra fortes, des valeurs de... le terme m'échappe, valeurs de marque, tu vois. On a tous en tête une pub, une expérience, une histoire autour de la Fnac, autour de Darty. Et des positionnements qui sont un peu différents. Alors, parlons pas tout de suite de positionnement, mais Fnac, on est plutôt sur de l'urbain, centre urbain, périphérie pour Darty. Est-ce que sociologiquement, oui. Ouais. Déjà, effectivement, Darty est un peu plus dans les zones périurbaines, pendant que Fnac est... plus centre-ville. Après, ils ont ces 2 enseignes qui ont un chevauchement en termes de produits vendus, puisque sur l'électronique, elles se retrouvent. Mais après, d'un côté, Fnac a un prisme culture que Darty n'a pas.
Et Darty a un prisme électroménager que Fnac a pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu d'électroménager à la Fnac, mais pas rien à voir avec Darty. Donc il y a une convergence et il y a chacun son identité également. Et après, on parlera de positionnement, mais oui, le but, c'est pas que les marques soient les mêmes, sinon elles n'ont pas. Enfin, un plus un fait pas plus que deux, quoi. C'est ça. Mais du coup, un enjeu fort sur le. Alors, comment on appelle les cercles qui se croisent ? Cercles concentriques ? Non, concentriques, ils ont le même centre. Les cercles, bon, peu importe. Mais du coup, un enjeu fort sur la partie électronique, du coup. En termes de choix produits, de prix, de... Exactement. Enfin, le but, c'est de les différencier au maximum et de couvrir des besoins les plus différents possibles. Donc, cet enjeu-là, notamment les équipes qui sélectionnent nos produits l'ont bien en tête et le nourrissent tous les jours. Ok. Un gros enjeu d'omnicanalité, ça sera, je pense, le fil rouge de cette conversation, puisque presque 1000 magasins dans le groupe, mais surtout 200 pour la Fnac, 400 pour Darty, c'est ça sur le... Autour de 100 dans ces eaux-là. Un peu plus de 200, un peu plus de 400. Ouais. C'est un énorme maillage. Alors je pense à Darty et 400 magasins, un peu plus que 400, c'est un énorme maillage sur la France. Après, quand vous êtes notamment Darty, vous êtes dans le quotidien des gens. Hein. C'est les produits que vous utilisez tous les jours. Vous avez un besoin près de chez vous quand ça vous manque, quoi. Donc il faut que ce soit là. Et en plus, c'est un maillage qui est assez corrélé. Parce que Darty est très réputé pour son SAV également. Je pense qu'on en reparlera. Mais on n'est pas que dans la vente, quoi. On est aussi dans aider les gens dans leur quotidien s'il y a un problème. Donc c'est pareil, ce maillage-là, il sert aussi à ça. On a aussi tous en tête enfin pardon, je sais pas tous, mais moi j'ai 40 du coup 43 aujourd'hui, my god. Je redis bon anniversaire. Merci, ça va, j'ai 43 ans et j'ai connu la Fnac toute ma vie et surtout j'ai connu les vendeurs Fnac toute ma vie et le digital a permis une désintermédiation de beaucoup de sujets, a permis avec du user-generated content de faire remonter des avis, conso, plein de choses, mais rien ne vaut l'avis d'un expert et en dehors de médias en ligne très pointus sur des sujets, je sais pas, les numériques ou d'autres, il y a rien de mieux qu'un humain pour avoir un avis sur un produit, un humain qui connaît ce produit. Alors ça fera partie des sujets qu'on abordera. D'ailleurs, je voulais parler d'une anecdote au début de cet entretien, mais je vais le faire maintenant. Assez récemment, j'ai acheté un appareil photo pour partir en vacances, parce que ça fait longtemps que je suis pas parti, donc je me suis racheté un nouvel appareil photo. Je cherchais des avis et je suis sur le site de la Fnac. C'était un Fujifilm, j'adore les Fuji. Et je suis sur la page de la fiche produit et on permet de demander conseil. Et moi, je pensais tomber sur un centre d'appel. Donc, je suis en desktop ou en mobile. Non, je suis en mobile. Je suis en mobile. Sur la fiche produit, je clique sur demander un avis. Je pensais tomber sur un centre d'appel. Et en fait, je tombe en visio sur un vendeur Fnac dans son rayon à Caen, si je dis pas de bêtises, qui m'a c'était quand ? Je sais plus. Non, c'est peut-être Paris. Peu importe. Il est quelque part dans un magasin Fnac, en tout cas en rayon. Exactement. Au rayon photo et qui en visio me fait une démo produit et répond à mes questions. Produit que j'ai ensuite acheté du coup sur le site. Donc une belle expérience. C'est arrivé il y a 3 semaines. Du coup, je suis très heureux de te recevoir parce qu'on va en parler aujourd'hui. Ça fait partie des projets que tu as. Est-ce qu'on en parle maintenant ? Je sais pas. Allons-y. Tu me lances là, mais vas-y. Et c'est vrai qu'en fait. Tu parlais du mot omnicanalité, on est un tout petit peu. On est là-dedans à fond. C'est-à-dire que Fnac Darty a compris très très tôt l'importance d'être un très bon e-commerçant, en plus d'être un bon commerçant magasin. Et je pense que l'omnicanalité commence par là. C'est pas, il faut être bon dans les deux. Avant de mettre des passerelles entre les deux, il faut être bon dans les deux. Et aujourd'hui, en termes d'audience, par exemple, on est le 3e e-commerçant de France. On a des sites qui sont tous les deux aussi puissants l'un que l'autre. Donc ça a commencé par là. La prise de conscience omnicanal, ça a commencé par il faut être aussi un bon e-commerçant. Et ensuite, il y a la question de jeter des passerelles entre les deux. Pareil, on a lancé et bien fait le click and collect très vite. Et d'ailleurs, ce qu'il faut voir, c'est que de plus en plus, notre click and collect, il se limite pas à venir retirer un produit en magasin. Il permet aussi de rencontrer un vendeur qui va vous dire quels accessoires vous pouvez mettre avec, quels services vous pouvez mettre avec pour que l'usage de votre produit soit complètement idéal. Mais maintenant, là, le chemin qu'on entame et qui est hyper intéressant dans l'omnicanalité, c'est que un peu comme beaucoup de commerçants, les 10-20 dernières années, on voit que le chemin était de dire il faut amener les forces du digital en magasin. Là, nous, on a dit depuis l'année dernière, on va faire le chemin inverse. On va emmener les forces du magasin en digital. Donc, ce que tu expliques en est une illustration. C'est-à-dire que depuis ton canapé,
pouvoir parler à un vendeur qui est dans le rayon en magasin, qui peut le prendre en main, te le montrer, t'expliquer évidemment ce qu'il en pense. C'est de l'omnicanal à fond, mais surtout, tu parlais de cette désintermédiation. Quand tu as une force d'avoir ce conseil qui est là depuis toujours, qui est extrêmement réputé, et que tu peux l'amener en ligne, et que ça dépasse les avis clients que tu as déjà, ça te donne encore un supplément d'âme, c'est génial, mais on ne s'arrête pas à ça. Tu parlais des contenus tout à l'heure, peut-être qu'on développera tout à l'heure, mais les contenus froids sont hyper importants aussi. Tu as tout un tas de gens qui te demandent c'est quoi le meilleur ordinateur du moment, comment je choisis bien mon réfrigérateur. Toutes ces choses-là, ça demande du contenu froid qui puisse, sous forme de guide d'achat, leur donner toutes les clés et tous les éléments pour avoir un choix qui est complètement éclairé, comme on dit dans le groupe. C'est-à-dire qu'on leur donne toutes les informations et après les gens ils font leur choix en conscience, mais on les équipe pour faire ces choix-là. Et il y a peut-être un dernier point qui est intéressant, c'est si on puise, tu parlais d'ADN tout à l'heure, si on puise dans l'ADN, à la FNAC, il y a quelque chose qui s'appelle le Labo FNAC, qui a 50 ans cette année. C'est un laboratoire de test de dingue qui est à Massy. Quand on regarde l'équipement, honnêtement, c'est le Disney des adultes. On a les yeux grands ouverts. Et tu as une indépendance vis-à-vis de l'enseigne. En fait, ils testent tous les produits de manière extrêmement scientifique, extrêmement rigoureuse, et ils délivrent leur avis. Ça, c'est pareil, c'est de l'avis humain, d'humain à humain. Et donc ça, c'est pareil. Voilà, tout ça, ça amène sur le web une force de recommandation humaine que des pure players ne pourraient pas amener. Donc il y a aussi une logique de différenciation dans tout ça. Ce qui est intéressant, alors j'ai plein de sujets, mais j'aimerais rester sur le premier point qui est le conseil en visio. Alors j'ai une question qui me vient, mais Fnac, c'est des magasins en propre et des franchisés ou que des franchisés ? Les deux. Les deux, tu as un enjeu de CA et de marge du coup, non ? Un vendeur qui prend du temps à Caen pour je sais pas si c'est un franchisé, admettons, mais pour vendre quelqu'un qui est à Paris, qui va acheter sur le web, il y a un partage de CA, d'objectifs, de marge. Comment est-ce que... Il y a cet enjeu-là, il y a un enjeu aussi de gestion du temps vendeur. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à piloter le temps vendeur pour qu'il puisse avoir ce temps de réponse web. Néanmoins, quand il fait ça sur le web, il génère du business. Donc après, le chiffre, on en récupère. Il y a évidemment... le chiffre qu'il génère, il est compté chez lui, il n'y a pas de problème. Mais donc, qui génère ce que le vendeur génère, il est compté en magasin. Ouais. Mais s'il génère une vente en ligne grâce à une visio qui a été faite en magasin, est-ce que... il lui est rattaché. Ah, il lui est rattaché. Ouais, il lui est rattaché. Donc des enjeux aussi intéressants de tracking et d'attribution sur un achat en ligne en fonction après un call qui peut avoir eu lieu avec un vendeur en région. Exactement. Ou en magasin. Du coup, assez intéressant, et il y a plein d'autres sujets. Vous avez, je l'ai dit tout à l'heure, à peu près 200, un peu plus de 200 magasins Fnac, c'est ça ? Ouais. Quand tu mets ça en place, c'est vieux, ça a été mis en place quand ? La visio Ça a commencé en 2021. J'imagine que ta question, c'est quand tu mets ça en place avec 200 magasins, est-ce que c'est compliqué ? Ouais, et puis surtout la vitesse de changement, le change dans un groupe comme Fnac Darty, la formation. Enfin, parle-moi un peu de ce projet parce que je trouve ça hyper intéressant. Ça peut pas se faire avec tous les vendeurs formés au même instant et tous les magasins embarqués au même instant. Ça commence toujours sous forme de test. Vous prenez une région ou un groupe de magasins, pareil, une sélection de vendeurs que vous formez. On regarde, on prend un peu de recul pour regarder ce que ça donne. On s'appuie aussi sur leur retour d'expérience. Est-ce que ça, au-delà d'être bon pour nos clients sur le web, est-ce que nos vendeurs ils ont envie de jouer le jeu ? Est-ce qu'ils trouvent ça bien ? Est-ce qu'ils trouvent que ça apporte quelque chose à leur métier et à ce que l'enseigne apporte aux clients ? Et après, vous déployez petit à petit, mais il n'y a pas de magie dans tout ça. Vous n'allez pas tout de suite déployer tous les vendeurs de nos 200 magasins, ni même toutes les catégories produits. On a commencé aussi en ouvrant certaines catégories produits. Vous voyez, vous étiez sur toi, tu étais sur une fiche produit, tu aurais été probablement sur une autre, tu n'aurais pas eu ce choix-là, en fait. Donc, tous les catégories produits ne sont pas ouvertes. Compris, donc du test and learn et de l'INO à un rythme. Le l'INO est facile dans le groupe Fnac Darty. Enfin, je trouve ça beau comme projet. Darty, moi, j'y suis que depuis 2 ans et demi, donc j'ai encore la fraîcheur de la découverte. Ce qui est le plus frappant quand vous rentrez dans ce groupe-là, c'est le tempérament de business développeur des gens. Okay. C'est des gens qui ont des idées en permanence et qui essayent de leur donner vie en permanence. Donc il y a peut-être même qu'on fait trop de choses, mais en tout cas il y a cette innovation. Oui, moi je la trouve assez facile dans le groupe. Ok, je trouve ça passionnant et surtout donc
ce support que vous avez testé en test and learn, puis augmenté au fur et à mesure. Donc d'abord, on ouvre certains magasins, certaines catégories sur le site. J'imagine que tu proposes un nombre aléatoire de visites. Enfin, en tout cas, tu es dans la maîtrise. Tu as des stats à nous partager d'ailleurs? Bah, sur la première année, c'est-à-dire que du coup, c'est pas une année complète, mais Ouais. c'est intéressant parce que quand tu lances ça, tu peux te dire, en fait, tu lances ça petit, ça fait pas grand-chose, mais en fait, à l'échelle de Fnac Darty, ça prend tout de suite quand même une ampleur puisque c'est 150 000 conversations en visio sur la première année. Et ce que je peux déjà dire, même si je peux pas dévoiler de chiffres sur 2022, c'est que ça va beaucoup plus vite. Donc l'échelle se prend très vite. 150 000 conversations ont eu lieu entre des internautes sur le site et des vendeurs Fnac. C'est génial parce que je serais intéressé, ce serait intéressant d'avoir le foot trafic des magasins Fnac en France. Bon, ça doit se compter en millions, bien sûr, c'est beaucoup, ouais. mais 150, ouais. C'est pas rien. Ça commence à être bien. Ouais. Commence à être bien. Non, mais c'est surtout que on se dit toujours, ça doit ressembler à un POC, ça fait des petits trucs et tout, mais non, ça fait pas des petits trucs. Oui, et puis quand tu es dans un groupe comme Fnac Darty et que tu ouvres les vannes, ton POC a 150 000 conversations, j'imagine que tu as de la data voilà. pour aller chercher des choses. Le point où j'allais, c'était dans ces enjeux d'omnicanalité, c'est aussi intéressant la manière dont le groupe a poussé. Donc tu m'as dit 3e e-commerçant en France, mais certainement l'un des leaders, si ce n'est le leader, pour les magasins physiques sur ces catégories. En web, tu veux dire? Non, justement, en physique. Mon point, si tu veux, là où je vais aller, c'est que le développement du digital et du e-com s'est fait sans être au détriment des magasins physiques et des franchisés, du coup. Non, c'est ce qu'on a réussi de bien, effectivement. Ouais. C'est que le digital est venu en supplément d'âme. Après, il y a une forme de protection du business aussi. Si vous n'êtes pas en ligne, probablement que ce business aurait été perdu. Mais je rappelle, c'est un chiffre qui est quand même intéressant. Le groupe fait déjà juste un peu plus de 25% de son chiffre d'affaires en e-commerce, donc 26 précisément. Donc c'est quand même pas rien pour un acteur qui faisait que du magasin historiquement. C'est des marches énormes. Et oui, tu as raison, en fait, quand tu agglomères magasin et web, sur la plupart de nos catégories, on est leader aujourd'hui. Alors, on n'a pas la prétention d'aller sur toutes les catégories, c'est pour ça qu'on voit des gros chiffres chez les acteurs comme Amazon, Cdiscount, et ainsi de suite, mais eux, ils couvrent des catégories qui sont bien plus étendues que les nôtres. Mais en revanche, quand on regarde les nôtres, on est leader quasi partout. 26% du chiffre d'affaires du groupe se fait en ligne. Absolument. Et ça a été de l'additionnel par rapport au chiffre d'affaires magasin, enfin total, retail. Ouais, je n'ai pas les chiffres parfaitement, mais en tout cas oui, en forte partie additionnelle, parce que le groupe continue de croître. Il a passé les 8 milliards l'année dernière. C'est une marche qui n'avait jamais été franchie. Donc oui, le groupe est en croissance. Ok. Donc voilà, un développement digital qui se fait sans aller au détriment du physique, cette belle initiative, enfin cette belle expérience là que j'ai eue sur la visio avec un vendeur qui me donne des conseils sur un produit, donc qui reproduit au final en ligne l'expérience physique qu'on a pu avoir et qui est une force du groupe pour la Fnac. On parlera un peu plus tard du SAV pour Darty. Donc en fait, c'est comment tirer parti d'un asset et de ses forces pour aller conquérir d'autres territoires, d'autres canaux de distribution, là en l'occurrence le digital. On a parlé du coup des vendeurs, on parlera un peu plus tard des contenus écrits, donc le labo, l'éclaireur, les contenus froids. Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels vous transposez l'expérience physique vers du digital ? J'essaie de réfléchir. Tu vois, est-ce que alors on a parlé de la Fnac, mais chez Darty, une des forces depuis toujours de Darty, c'est le SAV. Est-ce que tu vois, alors il y a Darty Max par exemple. En fait, t'as raison, tu de me tendre cette perche-là. Le SAV, alors bon, déjà je pense qu'il faut revenir sur cette force-là. C'est vrai que quand tu demandes aux Français ce qu'ils retiennent de Darty, c'est en général ce qu'ils te disent, le SAV. Ce SAV qui est là depuis le premier jour de Darty, qui maintenant est un SAV Fnac Darty, mais qui est fortement attribué à Darty, qui est le plus grand SAV de France. C'est bien de se donner un peu de chiffres, mais c'est 2,1 millions de réparations par an, en tout cas 2021. Et on a annoncé évidemment que ce chiffre allait croître.
Pas parce que les produits, mais parce que... Non, mais parce que on va en parler, mais dans la démarche du groupe aussi, hein, quand on dit que le groupe s'engage pour une consommation plus responsable, il y a aussi le sujet de réparer plutôt que remplacer. Ça, quand on parle d'Artimax, on va en parler plus en détail. Mais tout ça pour dire qu'il y a déjà des incursions du SAV sur le digital. La première, c'est qu'on a un site qui s'appelle la communauté SAV, qui est une communauté d'entraide sur laquelle, évidemment, nous, on met notre grain de sel et on apporte de l'intelligence quand il y a besoin. Mais en tout cas, ce qui permet aussi aux gens de régler leurs problèmes seuls chez eux, quand des fois c'est bénin, hein, des fois ça fait peur, un code sur une machine à laver, on se dit « Oh, qu'est-ce qui va se passer ?» Et en fait, en réalité, des fois, une petite manipulation sert. Et c'est à ça que cette communauté sert, à se partager toutes ces bonnes pratiques de réparation, voire d'entretien. Il y a plein de gens qui ignorent que brancher un vaisselle et attendre qu'il tombe en panne 7 ans après, c'est pas la bonne chose à faire. Il y a des choses à faire tous les mois, toutes les semaines pour qu'il aille bien et qu'il dure un peu plus. Donc voilà, c'est à ça que sert cette communauté. Et dans le cadre de Dartimax, dont on parlera après... 7 ans, c'est une moyenne ? Comment ? 7 ans, c'est une moyenne ? Non, tu dis ça en l'air. Okay. Non, c'est pas du tout une moyenne. J'entends le calcul. Dans le cadre de Dartimax non, dans le cadre de Dartimax, il y a un autre service qui s'est digitalisé, c'est que vous pouvez avoir, pareil, en visio, des techniciens SAV qui vont diagnostiquer un peu votre, on appelle ça un parc d'appareils, quoi, mais donc en gros les appareils que vous avez chez vous, qui vous fait faire quelques manipulations d'entretien, qui vous fait faire un peu de diagnostic, mais tout ça à distance, quoi. Donc quelque part, c'est un peu à travers vos yeux qui peut regarder l'appareil, l'état de certaines choses, il demande d'ouvrir certains trucs et tout. Et même à distance, on arrive à régler des problèmes, quoi. Et c'est ça qui est super, c'est qu'il y a le digital aussi réduisant cette distance géographique, pareil, de quelqu'un qui est basé quelque part en France peut régler votre problème à 300 km, donc c'est beau, quoi. Voilà. Ouais, ça évite des déplacements, ça évite de l'attente potentiellement et parfois ça règle des problèmes très simplement, à moindre coût. Et on se rend compte que des fois, les choses qui font peur sont simples. Ouais. Voilà, il n'y a pas besoin d'être bricoleur pour le faire. Donc le digital est une commodité, un moyen de transformer les assets du groupe existant sans se renier en fait. C'est là où tu vois je veux en venir. On se réinvente mais sans se perdre. Là, tu parlais d'ADN en fait, c'est intéressant parce que tout part un peu de là. Hein. En fait, à la fin, sur un groupe qui a quasiment 70 ans, enfin chaque enseigne a pas loin de 70 ans, à la fin, chaque personne dans l'entreprise est un passeur. L'entreprise est plus grande que nous, quoi. Mais tu vois bien que cet ADN de Fnac qui est ce conseil humain et l'ADN de Darty qui est ce SAV tout aussi humain, en fait, ce fil, en le tissant, tu dois le remettre dans les usages du moment. Donc, si le digital te permet d'apporter une vraie utilité, j'entends souvent des choses en digital qui sont vraiment des gadgets qui servent à rien. Là, pour le coup, t'apportes une utilité qui est évidente. Donc, tu donnais l'exemple de toi pour choisir un appareil photo où tu es peut-être un peu perdu. En tout cas, tu as besoin de réassurance dans ton achat, mais tu n'as peut-être pas envie là ou pas le temps d'aller en magasin. Ce truc-là a une utilité dingue. Et je ne te parle pas quand tu as un problème chez toi avec un appareil. C'est évident qu'il faut digitaliser cette chose-là. Voilà. Après, je ne sais pas si je peux te parler de Dartimax à ce stade ou si tu veux parler plus tard, mais Dartimax, c'est pareil. Tu peux expliquer ce que c'est de Dartimax ? Bien sûr, je vais en parler. Dartimax, c'est un service qu'on a lancé en 2019. À la base, c'est un service de réparation, tout compris. En fait, vous vous abonnez et vous payez un abonnement mensuel. Et en échange de cet abonnement, on vous répare pièces, main-d'œuvre, déplacement, tout compris, vos produits. Que vous les ayez achetés chez Fnac ou Darty. Alors, à l'époque, c'était que Darty, mais maintenant, je vais en parler parce que maintenant, il y a Fnac aussi. Mais ailleurs aussi. Ailleurs aussi. Et donc, quand tu prends l'histoire de Dartimax, au début, c'était un abonnement à 9,99 € par mois pour réparer les gros appareils électroménagers de la maison, ce qui sont des appareils à grosse valeur. Et d'ailleurs, les gens ignorent qu'ils en ont autant dans leur maison. Hein. Ils disent, j'ai un frigo... j'ai une machine à laver, mais ils oublient qu'ils ont une plaque, un four, une hotte, un micro-ondes, ainsi de suite. En 2021, ça s'est étendu à quasiment tous nos produits, c'est-à-dire qu'il y a d'autres formules d'abonnement. Celle à 9,99, maintenant il y en a une à 14,99 aussi, il y a 19,99. Et plus ça va, plus vous couvrez d'appareils. Et c'est pareil, la logique était toujours de dire que c'était une proposition de réparation. Et là, en 2022, Dartimax a évolué encore d'un échelon. C'est qu'au-delà de réparer tous ces produits, on vous aide à bien les utiliser et les entretenir. Et concrètement, ça veut dire quoi ? Donc, ça veut dire l'exemple que je viens de donner. Tu peux avoir des appels visio avec les techniciens Darty pour qu'ils t'aident à entretenir les choses à distance.
Évidemment, ils peuvent se déplacer aussi chez toi pour cet entretien. Et il va y avoir de plus en plus un carnet d'entretien adossé à chaque produit qui va te dire à tel moment dans la vie de ton produit, il faut faire ça. Attention, dans ton usage quotidien, il faut plutôt faire ça. Parce que le défaut d'entretien ou d'usage, en fait, c'est un défaut d'information. Si les gens ils savent et qu'ils ont envie que d'économiser leur argent, parce que à la fin, on n'a pas envie de dépenser pour rien, ils vont le faire. Mais il faut bien les informer. Et donc, c'est ça le but. Et donc, Dartimax, la solution se complète de plus en plus. Et aujourd'hui, c'est devenu notre proposition d'entretien, usage, réparation, avec abonnement mensuel, où en fait, c'est en pilote automatique. Il n'y a pas d'effort pour le client et on fait tout pour lui. Ça va du coup généraliser pour tout le groupe et toutes les enseignes? Alors, Dartimax reste Dartimax, mais Dartimax est vendu aujourd'hui à la Fnac. Donc sous le nom d'Artimax. Sous le nom d'Artimax, en allant chercher, du coup, effectivement, dans le groupe, un asset fort. Ça fait partie de ton périmètre? Alors, moi, je ne conçois pas l'offre d'Artimax, mais on parlera probablement des marques tout à l'heure. Dans les marques, tu as un enjeu de passation d'ADN et de mise dans l'époque de l'ADN, mais il y a aussi un rôle de sublimer ce que le groupe fait de bien. Et clairement, moi, côté Dartimax, c'est le joyau. J'ai du mal à comprendre comment ça peut être rentable, mais je trouve ça fou. Alors donc, si je résume et que je comprends bien, à partir de 9,99 par mois, pour un appareil acheté chez Darty, à la Fnac ou même ailleurs, mais j'imagine qu'il y a peut-être des conditions un peu supplémentaires, diagnostic à distance, main-d'œuvre, alors je suis sur la fiche, main-d'œuvre et pièces détachées inclus. Et déplacement. Là, pour le coup, cette formule-là, c'est le gros électroménager. Ouais. Et après, si tu rajoutes des produits, c'est un peu plus cher. Mais c'est un principe de mutualisation. Hein. C'est comme les logiques de mutuelle. Tu as des gens qui vont en avoir besoin, d'autres moins besoin. Et c'est comme ça que ça s'équilibre. Oui, bien sûr. Non, mais je trouve ça cool. Mais après, c'est pas, en fait, il n'y a pas qu'une... donc, évidemment, une entreprise n'est pas là pour perdre de l'argent, hein, c'est sûr. Après, il y a une droiture par rapport à la mission que se donne le groupe. Hein. Je l'ai rappelé tout à l'heure, mais je la donne en entier. Hein. On dit engagé pour le choix éclairé et une consommation responsable. On est convaincu, et je pense que c'est plus un... En vrai, ça devrait même plus être une question pour personne d'ailleurs. Mais on peut plus continuer comme avant, en fait. Étant donné que l'impact sur la planète du produit est essentiellement dans sa fabrication, chaque fois qu'on le fait durer un peu plus, on fait gagner la planète, quoi. Donc, on est obligé aussi d'aller là-dedans. C'est une question aussi de responsabilité d'entreprise. Donc, il faut trouver l'équation économique pour y aller. On l'a trouvé, mais il y a un truc qui est plus grand que l'équation économique. Engagé pour un choix éclairé et une consommation durable. C'était ça. Ouais. Je trouve ça très intéressant. Du coup, il doit y avoir un lien fort avec le labo et les tests produits. Quand tu prends ce genre d'engagement, et typiquement que tu mets en place Dartimax, les produits que tu mets en rayon, tu dois être sûr qu'ils vont marcher correctement, en tout cas savoir là où ils risquent de pêcher. Alors le labo Fnac a une vision beaucoup plus technique du produit, c'est-à-dire sa performance, ce que ça t'apporte par rapport à des besoins que tu pourrais avoir. Donc c'est vraiment du conseil d'adéquation produit à tes besoins. En fait, tu me tends une perche vers la manière dont on sélectionne nos produits. Mais en fait, tout repart de ce fameux SAV Darty là, dont on se parlait tout à l'heure. C'est que ce SAV... Le premier SAV de France. Hein, c'est ce que tu me dis, 2 millions, un peu plus de 2 millions de réparations, 2 millions de réparations. Chaque année. Mais en fait, ce truc-là, il ne fait pas que réparer. C'est ça qui est magique, c'est qu'il y a de la donnée dedans. Et cette donnée-là, elle te permet de voir à quel point... chaque type de produit de telle marque et de tel modèle, à quel point on le voit souvent passer sur des pannes. Donc, ça permet de voir les taux de panne de chaque produit. Ça te permet de voir aussi à quel point c'est facile de le réparer en termes d'accès aux pièces détachées et puis même de démontage en tant que tel. Et après, tu as évidemment les infos beaucoup plus publiques de consommation d'énergie du produit. Avec tout ça, on donne un score de durabilité à chaque produit qu'on vend. Et donc, dans la stratégie de nos équipes commerciales, parce qu'évidemment, après, ça se pondère au volume de vente de chaque produit, mais en gros, ce croisement volume de vente et score de durabilité de chaque produit, en fait, on en fait un indice qui était de 111 l'année dernière, et on s'est engagé à ce qu'il soit de 135 en 2025. Donc, le but, c'est qu'évidemment, dans les choix de référencement que tu fais, petit à petit, tu retires des produits qui ont des mauvais scores
Et tu en pousses d'autres. Au profit de produits qu'on ait meilleurs scores. Donc évidemment, toute entreprise, tu l'as dit, doit gagner de l'argent, mais dans le respect de cette mission. Et après, il faut se rappeler, mais c'est un truc très tourné client à la fin, sur les produits techniques, donc électroniques, électroménagers, le deuxième critère d'achat, c'est est-ce que c'est fiable ? Il y a le prix en premier, mais il y a le deuxième, est-ce que c'est fiable ? On a envie de les garder longtemps, ces produits-là. Après, il y a des gens qui veulent changer leurs produits tous les ans parce qu'ils veulent le dernier cri. Mais le sens de l'histoire et du monde, c'est que les gens, quand ils achètent quelque chose, ils veulent que ça les lâche pas dans le temps. Mais je pense qu'il y a un changement fort ces dernières années. Moi, je vois autour de moi tout bêtement, mais sur les téléphones portables, il y a une prise de conscience que changer tous les ans, c'est un peu débile. Et vraiment, ça se généralise autour de moi, même pour les plus geeks de mes proches. Le PC et le téléphone, ça peut durer 4 ans, il n'y a pas de 5 ans, enfin tu vois, il n'y a pas de... Un téléphone 5 ans, peut-être pas, mais si, mais tu me diras si. Mais c'est intéressant que tu prennes l'exemple de la téléphonie, parce qu'il y a cet exemple-là où effectivement tu étires ton temps de possession. Ouais. Et il y a aussi le fait que tu dises que c'est plus tabou que d'acheter de la seconde vie. Et là, tu vois, c'est un autre... Je suis désolé, je reviens toujours à ce SAV, mais c'est un autre attribut de ce SAV, c'est que on fait de la reprise de produits. Et à la différence de Marketplace qui source tout en externe, nous on le fait aussi de source en externe, c'est pas un mal, mais on a aussi une partie des produits qu'on traite en reprise et qu'on reconditionne nous-mêmes dans notre SAV et qu'on remet sur le marché. Donc, pour pièces ou en vente en entier, tu vois? En vente en entier, c'est-à-dire que tu récupères le téléphone, c'est le produit majeur en reconditionnement, toujours. Et donc tu le récupères, il y a le reconditionnement, il y a une logique de point de contrôle, tu vas contrôler plein de trucs. Il y a changement de pièces s'il faut. Et tu réemballes à neuf et tu revends reconditionné. Ok, hyper intéressant dans un monde où la seconde vie prend beaucoup de place en ce moment, quoi. Mais ce qui va dans la logique de ce qu'on se disait, cette prise de conscience, elle va jusque là et c'est bien. Alors quand je suis sur la fiche produit de mon Fuji et que je fais une visio, je tombe sur un vendeur Fnac, le SAV qui est le plus grand, le premier SAV de France, c'est du SAV internalisé ou externalisé? Il est 100% internalisé. Là, je te parle en tant que salarié. Je trouve que c'est une grosse fierté en fait de te dire que ce type de service soit resté 100% internalisé. Ça aurait été tellement facile. C'est plus de 3000 personnes quand même. Ouais, c'est fou. Faut juste avoir en tête plus de 3000 techniciens qui sont là. Et je parle pas des gens qui travaillent autour en plus, parce que le SAV, c'est pas que des techniciens. Il y a énormément d'équipes autour. Et surtout, on forme. En fait, on a une académie interne où on forme 300 nouveaux techniciens chaque année, quoi. Donc c'est un engagement qui est à la fois dans le présent et dans le futur, quoi. Donc c'est 300 techniciens qui rejoignent chaque année, j'imagine. L'académie, quoi. Donc après, il faut du temps de formation, parce que ça se fait. Et 3000 techniciens. Un peu plus de 3000. Mais du coup, qui ont un rôle. 3500, je crois. 3500, c'est intéressant, qui ont un rôle. Toute cette data, il faut l'alimenter. Donc évidemment, quand il y a un call, quand il y a un échange, quand il y a du formulaire en ligne, c'est facile. Mais quand un technicien se déplace pour réparer une plaque parce que tel truc a sauté, il faut qu'il le mette quelque part pour que ça alimente la machine. Tu as des comptes rendus d'intervention qui sont effectivement après remontés et compilés. Et c'est vrai que maintenant, je pense que tu parles beaucoup avec des e-commerçants, donc tu connais toutes les technologies qui sont à notre portée, mais quand tu peux faire de l'analyse sémantique sur des énormes volumes de données, ça te permet aussi de revoir les occurrences de produits, de mots, de machin, et qui te permettent quand même de faire de l'agglomérat un peu plus facilement qu'en traitant des fiches écrites à la main, quoi. Est-ce que ma visio, elle est écoutée? Elle est analysée? Ta visio, elle peut être analysée. C'est quelque chose qui t'est proposé au début. J'ai dû dire oui, je me souviens plus. Et surtout, elle fait l'objet d'un NPS derrière. Donc, du coup, tous les gens... Alors, je ne sais pas si tu as répondu, mais en tout cas, tu as certainement dû être sollicité par une enquête de satisfaction sur la visio. Et c'est ça qui nous permet surtout d'améliorer le service. Et c'est pareil, chaque chose qui est faite dans le groupe fait l'objet d'un NPS. Donc, un technicien se déplace à ton domicile. On va te demander précisément ce que tu en as pensé, tout comme tu as fait un achat sur le site, on va te dire ce que tu en as pensé. Et il y a tellement de points de contact différents dans le groupe que ces points de contact ne te disent pas du tout la même chose. Voilà, savoir ce qu'a donné un achat sur le site par rapport à ce qu'a donné une livraison d'un frigo chez toi, c'est pas du tout les mêmes commentaires et c'est pas du tout le même objectif pour le groupe de savoir ce qui s'est passé. Donc du coup, il y a cette richesse de points de contact, elle est géniale. Alors, je ne veux pas revenir sur toute l'histoire de la FNAC, mais la FNAC, c'est la Fédération nationale des achats cadres à la base, d'achat des cadres. Ouais, c'est ça. Ça a toujours été une société?
Alors en fait, c'est surtout que ça ne faisait pas le métier que ça fait aujourd'hui. Quand ça s'est créé, c'était tu adhérais pour avoir des tickets de réduction en fait. Donc le parti pris de base du début, c'était du pouvoir d'achat, donner du pouvoir d'achat. Et après, la Fnac s'est mis à stocker des produits et à les vendre de manière intéressante. Il me semble que le premier, c'était des radios. Après, il y a eu l'appareil photo. Des produits de l'époque. Mais c'était aussi les débuts de la distribution où on pouvait aller sur des gros volumes et proposer des prix hyper intéressants. Donc, c'était une autre époque de la distribution. Mais très vite, la Fnac est venue sur la... alors déjà, c'est intéressant de se le rappeler toujours, parce qu'on a beaucoup bossé sur la marque Fnac là, ces derniers mois. Vous n'avez pas de distributeur dans le monde spécialisé. Donc, en distribution spécialisée, vous n'en avez pas qui abrite sous le même toit de la culture et de la tech. C'est unique au monde, en fait. Et ces deux jambes, elles sont géniales. En revanche, la culture a toujours eu une place un petit peu supérieure à la Fnac. Voilà. Et donc, la Fnac était qualifiée d'agitateur culturel très longtemps. Donc la culture a quand même c'est très particulier. Très particulier. Je referme cette parenthèse, mais je voulais l'avoir en tête. On a parlé d'omnicanalité, on a parlé un peu de durabilité, de responsabilité, mais tu viens de parler de marque et je trouve ça intéressant. Je ne l'ai pas dit en intro, mais tu as une belle expérience dans le passé chez des grands groupes, dans le luxe, dans l'alcool, chez Google avant de rejoindre la Fnac il y a quelques années. Tu encadres une équipe de 60 personnes. Les enjeux marque, quand on prend ce poste, c'est quoi la feuille de route ? Pardon, excuse-moi, je précise ma question. Je précise pas ma question, mais je donne le contexte. On fait beaucoup chez Cosa Vostra de plateformes de marque. Très souvent, c'est on pose une plateforme pour une marque qui n'en a pas ou qui est en construction. Quand on reprend une marque qui, tu l'as dit, a 70 ans, ou deux d'ailleurs, qui ont 70 ans, qui ont un ADN fort, une notoriété incroyable, qui vivent dans nos cœurs et dans nos têtes et dans nos mémoires pour beaucoup d'entre nous. C'est quoi la feuille de route, le contexte et les enjeux ? Bon, après, au changement, ça commence souvent quand même par une question d'intuition de la situation. De cette intuition, ça donne un peu une idée peut-être du chantier qui est devant. Mais sur la Fnac, on avait quand même une intuition que la marque avait perdu un petit peu ce côté justement agitateur culturel, ce côté marque justement. Et donc cette intuition, il faut la valider. Donc on a fait un gros boulot d'écoute externe auprès de clients et de non-clients, un gros boulot d'interview interne également, et un boulot d'étude de marché. Donc trois sources d'informations pour essayer de comprendre la situation. Et le résumé était assez fidèle à l'intuition, c'est-à-dire que ce que nous retournaient un peu tous les publics internes comme externes, c'est que la Fnac avait extrêmement bien réussi son contrat de distribution, c'est-à-dire que c'est un distributeur performant qui a une bonne offre, une bonne qualité de service, des magasins et un site internet qui fonctionne hyper bien, des croisements entre les deux qui fonctionnent hyper bien. Alors rien n'est jamais parfait dans la distribution, mais une vraie solidité de ce point de vue-là. Et d'un autre côté, la Fnac, c'était plus que ça. Historiquement, c'était un rôle de moteur culturel, presque de moteur sociétal. Et ce moteur-là était perçu comme moins puissant. Et donc, c'est là-dessus qu'on a bossé. Quand tu parles de plateforme de marque, effectivement, on vient de reposer une plateforme de marque sur Fnac. Et en fait, pour la reposer, une fois que vous avez ce constat-là de dire que ce moteur culturel, il est moins puissant, moins perçu, il faut repartir de ce qui s'est passé dans la culture depuis quelques années. Déjà, il peut être un petit peu moins perçu parce qu'il y a des catégories culturelles attachées à la Fnac qui sont en déclin structurel par l'usage, mais vous allez moins acheter de CD, vous allez moins acheter de DVD, donc naturellement, il y a une question d'empreinte. Mais il y a surtout je disais tout à l'heure, on est des passeurs, donc l'ADN reste là, donc il faut reconstruire sur l'existant. Mais quand vous regardez un petit peu ce chemin-là, qu'est-ce qui s'est passé sur la culture depuis une dizaine d'années et comment du coup vous pouvez mettre cet ADN dans l'époque. Donc l'ADN, en fait, c'est un peu les forces de l'enseigne, on s'en est déjà un petit peu parlé, mais si j'en donne 3 à la Fnac, ce que vous disent les gens dans la force de l'enseigne, c'est l'expertise des gens et des vendeurs en particulier, le conseil et la capacité à vous faire sortir des sentiers battus. Et donc quand vous prenez ça,
Le grand mouvement en parallèle dans la culture depuis 10 ans, c'est la numérisation. La numérisation de la consommation et même la numérisation de l'achat. C'est un mouvement qui a eu beaucoup de bienfaits, parce que ça a encore démocratisé l'accès à la culture, qui est une mission sur laquelle la Fnac a beaucoup œuvré depuis sa création, puisque finalement, vous pouvez y avoir accès par encore plus de sources et globalement pour des prix toujours efficaces. Et au-delà de la démocratisation, il y a même un accès encore plus liquide, puisque du coup, vous êtes sur votre téléphone dans le métro, vous êtes sur votre ordinateur au boulot, à la télé chez vous, ou même sur tous ces devices n'importe où, vous y accédez. Ça, c'est super. En revanche, ce qui nous pose beaucoup plus problème dans ce mouvement-là, c'est que la pluralité culturelle, qui est quelque chose qui tient beaucoup à cœur de la Fnac, parce que du coup, nous, notre job depuis toujours, quand je parle de faire sortir des sentiers battus, c'est aussi de valoriser toutes les cultures, qu'elles soient petites ou grandes. Cette pluralité culturelle, elle est beaucoup plus menacée à notre sens, parce que plus vous accédez par les plateformes ou par même les pure players, plus la recommandation qui vous est faite de consommation ou d'achat, elle est 100% gérée par algorithme. Et 100% gérée par algorithme, je parle à des spécialistes, ils savent très bien ce que c'est, mais ça veut dire que vous avez des plateformes qui soit veulent vous faire passer un maximum de temps chez elles, soit acheter le plus possible chez elles. Donc qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles ne vont pas prendre de risques, elles vont s'appuyer sur 2 signaux majeurs. Qu'est-ce que vous avez aimé par le passé ? Et qu'est-ce que d'autres gens qui ont un profil comme le vôtre ont aimé ? Donc, à notre sens, on a le droit de se tromper, mais en tout cas, c'est notre vision. À notre sens, ça fait que enfermer des gens dans des bulles à consommer un peu toujours la même chose. Et si je vous donne le parallèle, je fais une digression légère sur la politique, parce qu'il faut rarement parler de politique, mais c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand vous voyez le rôle des réseaux sociaux sur les idéologies politiques, vous voyez bien que les extrêmes ont tendance à être très fortes sur les réseaux sociaux, les 2 extrêmes, parce que justement, en fait, à force, quand vous consommez un petit peu de ces contenus-là parce qu'ils vous plaisent, en fait, à force de les consommer, on vous en donne de plus en plus et à la fin, vous finissez par penser que tout le monde pense comme vous. Voilà, donc vous oubliez qu'il y a d'autres opinions. Donc c'est un peu la même chose dans la consommation. Et donc c'est de là qu'on est parti pour construire la plateforme de Fnac. Et je ne sais pas si tu as vu la campagne de publicité qu'en est l'expression au mois de juin, mais ça va vraiment dans ce sens-là, qui est de dire les algorithmes nous enferment dans des bulles. On ne dit pas que l'algorithme est une mauvaise chose, on dit que c'est une mauvaise chose quand il est tout seul. Et on dit que l'humain est forcément indissociable de l'algorithme dans la recommandation, même plutôt au premier plan qu'au deuxième plan. Et donc du coup, évidemment qu'on joue sur une force historique, mais on joue vraiment sur une conviction aussi que la seule manière de te faire sortir de ce que tu aimes déjà, de ce que tu penses déjà, c'est que quelqu'un, dans sa subjectivité, dans son émotion, dans sa capacité à faire des erreurs dans ce qu'il te recommande, donc du coup quelqu'un d'humain, puisse te le faire. Voilà. Et donc c'est ça que raconte notre plateforme et du coup la campagne qui est afférente. Et évidemment, tu parlais tout à l'heure d'engagement interne sur la visio. Quand on va sur un terrain comme ça, on a un message qui est aussi très fort vis-à-vis de notre interne et vis-à-vis de nos conseillers en magasin, puisque c'est bien eux les stars. Enfin, je ne sais pas si tu as bien la campagne en tête, mais il est omniprésent, le conseiller ou la conseillère dans le film. Et c'est aussi eux qu'on a été prendre en photo dans les magasins de dos sur les affiches, en portant un message assez clair sur leur gilet. C'est eux qui ont joué le jeu aussi. Donc voilà, c'est des vrais messages pour eux. Hyper intéressant. Je t'ai laissé parler pendant Pardon. Non, mais 10 minutes parce que c'était passionnant. L'algo ne fait pas tout. Il faut pondérer l'humain. Il faut y inclure l'humain. Et c'est là qu'on a le meilleur résultat. Tout comme quand tu dis que le magasin faisait pas tout, il fallait le e-commerce. Et il n'y a aucun des deux qui est fort individuellement. C'est les deux ensemble, quoi. C'est ça. Et pareil. C'est sans cannibalisation. C'est plutôt de l'additionnel, de l'incrémental. Exactement. Waouh, t'as dit plein de choses. Alors déjà, t'as parlé que de culture quand on a parlé de plateforme de marque. Alors que si je vais... Alors moi, j'amène tous les samedis matins mes filles à la danse au conservatoire qui se trouve au Halles à Paris. J'habite pas du tout dans ce quartier, mais bon, c'est le seul qui nous a acceptés. Et du coup, j'ai 1 heure à tuer. Et en général, cette heure, je la passe soit dehors à bouquiner quand il fait beau, soit à la Fnac et Nature et Découverte qui font partie du groupe. À la Fnac des Halles à Paris, je vais pas faire de généralité, il y a un étage de culture. Et encore, je crois que c'est la moitié... Non, si, ça doit être le rez-de-chaussée. Mais il y a 2 autres étages d'électronique, d'informatique, bref, il y a même des vélos maintenant.
Tu m'as parlé que de culture, là. En fait, on cherche pas à être tiède quand on prend la parole. Donc, on a pris le prisme de la culture parce que c'est le prisme dominant sur Fnac. Néanmoins, je pense que la dérivation, tu la vois assez facilement. C'est-à-dire que il y a deux choses qui sont intéressantes sur la tech à la Fnac. La première, qui est pas négligeable, c'est que la tech est un support majeur de consommation culturelle déjà. Donc, on le rend non dissociable, mais honnêtement, c'est un point qui est important. C'est vrai, c'est intéressant. Et d'ailleurs, ça joue beaucoup sur notre manière de présenter et de parler de tech. Et le deuxième élément, c'est que quand on se dit que la manière de recommander par l'humain plus l'algorithme plutôt que l'algorithme tout seul, c'est exactement la même histoire quand tu cherches un produit tech. Si tu te fais recommander un produit tech par un algorithme, t'as pas cette discussion. Je peux reprendre ton exemple de Fuji. Qu'est-ce qui va te raconter que c'est le meilleur appareil pour prendre des photos de coucher de soleil au Laos pour tes vacances d'été? Qu'est-ce qui va te raconter que c'est plutôt bon pour les portraits parce que toi tu veux faire du portrait alors qu'en fait tu t'en fous de faire du paysage? Tu vois, en fait, à un moment, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse avoir cette discussion en profondeur sur tes besoins. L'algorithme ne pourra jamais le faire. Et encore moins, l'algorithme ne pourra pas tester ton produit et te dire en termes de performance ce qu'il donne. Et donc, la dérivation, tu la vois d'autant mieux que je t'ai parlé tout à l'heure du Labo Fnac. Et le Labo Fnac, c'est vraiment la recommandation humaine d'enseigne sur le produit tech, déjà, en tant qu'entité. Et après, évidemment, quand tu dérives au conseiller, c'est exactement la même chose qu'on est en train de raconter. C'est de dire que si tu n'as pas cette dimension humaine dans le conseil, tu perds quand même tellement. Et alors, je pense que c'est même... C'est ce qu'on peut se dire dans la culture, il y a beaucoup d'émotions, mais il y a tout autant d'émotions dans la tech. Quand tu t'achètes une télé, quand tu t'achètes un smartphone ou un appareil photo, en vrai, ce que tu veux, tu t'en fiches de savoir que... en tout cas, tu ne veux pas savoir seulement que la diagonale, elle fait 65 pouces ou que elle a une résolution 4K. Tu veux aussi savoir que pour regarder tes films, ça va être génial, que tu vas pouvoir te connecter et passer tes photos de ton smartphone dessus. Tout ça, il faut que quelqu'un te le raconte, quoi, te projette dedans. Il n'y a que l'humain qui peut le faire. C'est hyper intéressant. Alors tu l'as dit, mais je l'ai dit en off, je fais une parenthèse, hein, quand on préparait l'entretien, mais effectivement, l'épisode sort le 29. Et le 29, je suis au fin fond du nord du Laos, sans connexion, ça va être formidable. Sans connexion, juste avec des humains. Mais avec ton Fuji. Mais avec mon Fuji. Voilà. Plein de sujets, j'ai envie de rebondir, mais le temps file. Je trouve ça passionnant. J'ai envie de parler de contenu et on n'en a pas parlé dans la préparation de cet entretien, mais j'aimerais parler de tech parce qu'au final la tech est au cœur de tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. La tech, pardon, sur le digital et l'e-com. Juste commençons par ça. Je sais pas ce que tu peux m'en dire parce que c'est pas ton champ mais tu dois quand même le savoir. La tech est gérée en interne. La tech est gérée en interne. Tu as une idée de la taille de l'équipe? On a deux équipes en fait qui concourent à ça. Hein. Il y a une... Quand je dis tech, je parle d'e-com, de place de marché et médias. Ouais, non, mais c'est pour ça. Pour le coup, on a deux directions qui concourent à ça, mais qui sont au sein d'une même entité. C'est intéressant. Je trouve que le groupe Fnac Darty a fait un mouvement l'année dernière en regroupant l'IT et les personnes justement qui développent les sites internet, ce qui est en tout cas ce qui n'était pas le cas jusque-là chez Fnac Darty et de ma connaissance de l'époque Google, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de boîtes. Et c'est souvent des équipes qui peuvent être un peu antagonistes dans les boîtes parce que on se dit toujours que si ça n'avance pas, c'est à cause de l'une ou de l'autre. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont toutes les deux dans le même bateau. Et ça, c'est super. Il y avait déjà eu un choix super qui avait été fait. Alors, moi, je n'étais pas arrivé encore. C'était la création d'une Digital Factory qui, justement, mettait dans des squads communes des gens de l'IT et des gens du développement back et front de nos sites. Donc, il y avait déjà eu ce mouvement-là. Et là, pour le coup, ça re-renforce, entre guillemets, puisque du coup, maintenant, carrément, dans une même direction, vous avez tout l'IT et tout le développement de nos sites web au même endroit. C'est plusieurs centaines de personnes, hein, c'est assez gros, c'est même très gros. Mais je pense que c'est un peu ce qui est derrière ta question. Le sujet est tellement complexe. Je pense, voilà, tous ceux qui... ont un gros site internet, ont des gros besoins de data, ainsi de suite, savent très bien que c'est des projets lourds et complexes. Il n'y a pas le choix. Tu as dit que vous avez passé les 8 milliards de CA, vous faites 26% en ligne, 2 milliards, pardon, le calcul était facile. 2 milliards, ouais. 2 milliards en ligne, ça doit être une
une machine de guerre. Et je serais très curieux. Bon, il y a un autre podcast chez Cosa Vostra qui s'appelle If This Then Dev et qui parle de l'innovation dans la tech. Il est animé par Bruno Soulez. J'ai la personne qu'il te faut, hein. C'est pas moi, hein, mais... Non, mais je serais curieux de comprendre un peu l'archi. Sur la partie e-com, alors vous utilisez de mémoire pour la marketplace Miracle. Le site lui-même, donc ce qui est vendu en propre par la Fnac, c'est du Magento. Est-ce que je dis une bêtise ? Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est du Magento, ouais. Ok. Et sur la partie médias et CMS, pour l'éclaireur par exemple, tu sais... Alors pour l'éclaireur, je sais, oui, c'est WordPress. C'est WordPress, hein. Ouais. Chères auditrices, chers auditeurs, à tous les détracteurs de WordPress, voilà, encore un exemple, WordPress qui équipe la moitié des sites dans le monde. Alors c'est la pire des technos et la meilleure qu'on ait jamais testée. Enfin, tu vois, on peut en dire tout ce qu'on veut. Nous, on est très fans et ça répond dans certains cas à pas mal de sujets et pas mal de problématiques. Fnac, potentiellement Magento, on vérifiera et je vous le confirmerai, chères auditrices, chers auditeurs. Miracle pour la partie marketplace. Et du coup, tordu à l'extrême, hein, j'imagine, pour rentrer dans les besoins du groupe. Donc, important d'avoir des solutions qui sont... On développe énormément dessus. Bah oui, c'est après, ça. Voilà, il ne doit pas rester... C'est plus les solutions d'origine. Sur étagère. On en a parlé plusieurs fois. Le labo Fnac, c'est intéressant. Donc, ça sort des analyses. C'est indépendant. C'est une société. C'est quoi le statut juridique ? Je connais pas le statut juridique. Ça fait partie du groupe, évidemment. Après, c'est... Mais un devoir d'indépendance. Un devoir et surtout un droit d'indépendance. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Ce qu'on aurait très bien pu leur dire. Ok, vous étiez indépendant, c'est sympa. Mais on a des marges plus importantes sur la marque X ou Y, voilà. donc notez-les bien. Et en fait, ça n'a jamais été le cas. Okay. C'est un peu le même choix, je trouve, courageux que de garder un SAV internalisé. Voilà, c'est des choix, je trouve, qui structurent l'histoire et le futur d'un groupe et ça compte, quoi. Et de ne pas céder aux sirènes de la transformation digitale. Le SAV, tu pourrais avoir une ubérisation du service avec 10 000 réparateurs freelance et en prestat, mais dont tu n'as pas le total contrôle. Pareil pour les testeurs. On aurait pu imaginer que tu fasses de l'UGC. Enfin bref, je trouve ça hyper intéressant. Pardon, mais je veux parler de contenu. Puisque du coup c'est dans ton rôle, on a défini la marque. Une fois que la marque est définie, elle va se décliner sous différentes formes. L'éclaireur, j'aimerais qu'on en parle justement. Raconte-moi ce que c'est. L'éclaireur, c'est un mouvement qui date d'octobre dernier. Que vous trouvez sur l'éclaireur.fnac.com. Je vous invite à découvrir et à dire ce que vous en pensez, hein, parce qu'on est toujours preneur de feedback. Donc c'est une démarche qui a commencé en octobre, qui n'est pas finie encore, hein, donc c'est bien de l'avoir en tête. Ça repart de ce que je te disais tout à l'heure, hein, c'est quand tu as tes forces historiques qui sont l'expertise, le conseil, faire sortir les gens des sentiers battus et que de plus en plus de tes parcours d'achat ne passent plus par le vendeur magasin, même si tu as la vidéo dispo en ligne, tu as aussi beaucoup de gens qui ne l'activent pas. Tu as besoin de retrouver en ligne cette capacité déjà d'humanisation du conseil. Tu as compris l'intérêt pour nous, la conviction qu'on a là-dessus, mais au-delà de ça, tu as besoin de retrouver cette forme du conseil, de l'expertise et ainsi de suite en ligne. Donc en fait l'éclaireur avait deux vocations. En fait, il avait une vocation, il l'a toujours d'ailleurs, une vocation de nourrir la marque sur ces aspects-là, sur toute la plateforme que je viens de t'expliquer. Et il a une deuxième vocation beaucoup plus utilitaire, qui est d'aider les gens dans leur parcours. Donc de jouer ce rôle de conseil froid, de guide quand tu as besoin et quand tu te poses des questions. Pourquoi je dis que le mouvement n'est pas fini ? Parce que toute cette partie traitement de l'actualité, de sujets de fond sur les univers de la tech et de la culture, c'est déjà embarqué sur l'éclaireur. Et toute la partie beaucoup plus guide à l'achat, conseil d'achat, qui est aujourd'hui encore sur Fnac.com, va migrer. Donc à la fin, il fera vraiment ce travail complet. Mais l'idée, elle est vraiment de se dire que tu as un véhicule unique où tu peux avoir toute l'expression du conseil, de l'expertise Fnac au même endroit, sur tous les sujets. Et sous toutes les formes. Alors après, on n'est pas aussi bon que vous en podcast, mais on fait un peu de podcast. Appelez-nous. Voilà. La vidéo est un sujet qui se développe aussi, on essaye d'y venir. Mais évidemment, c'est aujourd'hui à grande majorité éditorialisé écrit, aussi pour des questions de SEO, hein, de toute évidence.
Mais voilà le rôle que va jouer l'éclaireur, et il a cette double casquette, et c'est un projet dont on est hyper content, parce que ça montre qu'en fait ce sujet-là, alors qu'il n'y a pas la flamboyance de la publicité, parce que la publicité, en 2 jours vous touchez des millions de personnes et ça y est, vous avez fait un bruit énorme. L'éditorial, c'est une lame de fond, en fait. Oui, c'est de l'evergreen. Oui, mais ça monte. Et ça, quand on parlait d'échelle tout à l'heure, là, je peux pas te donner de chiffres parce que on n'a pas communiqué dessus, mais je veux te dire que ça se compte en millions et pas en milliers par mois, hein, les visites. Donc c'est déjà une échelle qui est costaud, quoi. Donc, et pourtant, ça n'a pas 1 an. Donc cette lame de fond, ce qui est intéressant, c'est elle se construit mois après mois, et elle repose sur ces millions du mois d'avant pour construire les millions du mois d'après. Donc c'est là et ça ne bouge plus, quoi. On en parle souvent, chers auditrices, chers auditeurs, si vous ne faites pas encore de SEO, commencez. Il est déjà trop tard, en fait. Le SEO se construit, prend du temps, mais ça arrive, ça vient vite, et puis ça devient très rapidement, essentiel, dans votre stratégie d'acquisition et d'activation, un levier qui est au final assez peu onéreux et très efficace si on fait le ratio une fois qu'il a été lancé. Sauf qu'il faut un peu de temps, il faut que ça monte. Alors ça va plus vite quand on s'appelle la Fnac. J'imagine que quand on s'appelle... peu importe, quand on se lance. Je suis pas sûr que ça aille plus vite, alors peut-être par le catalogue, oui, mais en vrai, ça se fait parce que ça fait des années qu'on le fait, mais voilà, ouais. Tu as parlé de vidéo, c'est vrai que la vidéo monte en puissance et se consomme surtout sur le social. Et bim, super transition sur l'importance du social pour le groupe Fnac et Fnac Darty. Le social, c'est évidemment, enfin, on peut pas aujourd'hui passer à côté, c'est là que sont les gens, c'est là qui passent, je pense que j'ai pas besoin de vous rappeler le temps que les gens passent sur les réseaux sociaux chaque jour. Et après, même si pour moi TikTok ou YouTube sont pas vraiment des réseaux sociaux, on peut les intégrer en tout cas en temps passé, sans problème. Donc vous voyez les heures que ça représente. Donc c'est impossible de pas avoir un contact avec eux là-dessus. C'est aussi, et c'est hyper intéressant, je pense, un gros levier de renouvellement des clients, hein, parce que ça se passe quand même plus sur des populations plus jeunes. Donc c'est là que vous intéressez aussi vos futurs clients. Maintenant, c'est un gros défi, le social, hein. Je sais pas qui est le meilleur en France ou dans le monde là-dessus, mais c'est un gros défi. Je pense que c'est déjà un défi de production de contenu. Ça challenge quand même pas mal les modèles. Si je fais l'exagération totale, avant vous produisiez une pub, vous étiez content, vous faisiez quelques formats, puis après c'était fini pour l'année, vous aviez fait votre boulot. Maintenant, le social, il faut des formats courts, des formats longs, de la vidéo, de l'infographie, du GIF, du texte, de la photo, et c'est tous les jours. Et spécifique par canal, on va pas faire la même vidéo sur Insta ou TikTok, quoi. Exactement, donc c'est la pression que ça met sur chaque acteur. D'ailleurs, je pense que c'est un des meilleurs sujets de table ronde possible, hein, que les gens partagent leur expérience là-dessus. C'est hyper compliqué. Nous, le parti pris qu'on a, c'est que sur la partie vidéo, si je m'arrête un peu là en détail, c'est qu'on croit beaucoup, alors après peut-être qu'on se trompe, peut-être qu'on a raison, on verra, mais on croit beaucoup au fait de s'appuyer sur des influenceurs pour le faire, en fait. Donc on fait produire avec eux. On pense que c'est une force à plusieurs titres. Alors pas forcément des gros influenceurs, hein, parce que justement, après il y a une question de coût, il faut être efficace, mais pour nous ça a plusieurs vertus. Déjà, ça a une vertu de vitesse. Ils savent faire ça, ils font ça tout le temps, donc forcément on gagne en vitesse. Et il y a une vertu d'écriture, c'est pareil, ils maîtrisent parfaitement l'écriture, donc et bien mieux que n'importe quelle agence avec qui on pourrait bosser en réalité. Donc c'est pareil, ça pour nous c'est un super levier. TikTok, Insta, Snap, sur quoi vous êtes? Alors le gros mouvement qu'on a là, c'est TikTok, Instagram. Okay, Après, on n'oublie pas Facebook parce qu'on a quand même des clients qui sont encore sur Facebook et assez massivement sur Facebook, mais le mouvement de balancier, il est vraiment très Instagram, TikTok. J'aime tout ce qui est compris, mais pas dit dans la phrase que tu viens de dire. Ouais, non, il faut le dire. Et sur TikTok, qu'est-ce que je peux chercher pour trouver une création, une participation? Regarde le compte Fnac, par exemple, c'est intéressant. On a beaucoup bougé. Hein, donc tu fais produire, mais tu diffuses chez toi. Ouais, je diffuse chez moi. Donc Fnac officiel, Fnac _ officiel. Et si tu regardes le panel de vidéos que tu as à l'écran, en fait, avant 2022, en fait, on était extrêmement sporadique. Peut-être qu'on faisait un truc par mois, par-ci, par-là, qui était beaucoup du jeu concours, machin.
Et en fait, maintenant, on est éditorialisé. On a tous les mois 4 ou 5 vidéos qui sortent. Alors, on peut se dire que c'est pas encore assez, mais on passe quand même de quasi 1 ou 0 par mois à 4 ou 5 par mois. Donc, c'est quand même en rythme de croisière, c'est pas le même. Et tu regardes, en fait, tu as des codes couleurs en fonction des thèmes. Donc, tu as une verticale dédiée à la culture en général, une verticale dédiée aux livres, une au manga, une au BD et et je crois que tu as la musique aussi. Et donc le BookTok Fnac. Ouais, voilà. Et donc c'est assez chouette parce que en fait, même quand tu discutes et que tu te nourris de ce que les influenceurs font pour toi, tu t'apprends en fait. Enfin, tu vois qu'il faut être hyper humble sur le sujet parce qu'en fait, tu sais pas. Et c'est avec ça aussi que tu progresses. Voilà. Maintenant, il y a t'as peut-être une question là-dessus? Non, tu continues, Ouais. Honoré. Non, maintenant, après, il y a le deuxième défi du social, c'est qu'une fois que tu as produit, il faut que ça serve à quelque chose et que ça se voit. Et je pense que tout le monde sait très bien que c'est pas parce que tu as 1 million de fans sur Instagram que les 1 million voient chaque chose que tu postes, évidemment. Le groupe Meta est très efficace là-dessus. Donc, il y a une question de où est-ce qu'il faut mettre ses œufs en termes de médiatisation intelligente. Est-ce que mettre une petite amorce suffit à faire monter un contenu suffisamment? Enfin, il y a plein de stratégies qu'on teste et qu'on éprouve. Mais c'est sûr que faut faire toujours attention au ratio entre ce que les contenus nous coûtent à produire et ce qu'ils ont comme exposition réelle, quoi. Et ça, c'est un sujet pas simple. Et il y a un troisième sujet qui est pas simple, mais qui est plus un sujet, je pense, un sujet distributeur, ou en tout cas, à minima, un sujet de Fnac Darty. C'est la masse de choses que tu as envie de dire et ce que tu peux dire réellement, quoi. Voilà, il faut faire le ménage et faire la police en permanence pour garder à la fois une ligne cohérente et surtout ne pas noyer les gens. Et je pense que c'est le point que je donne toujours à mes équipes, c'est celui-là. C'est rappelle-toi toujours pourquoi les gens décident de suivre ta page, quoi. Voilà, qu'est-ce qui est intéressant à la Fnac ou qu'est-ce qui est intéressant chez Darty? Et c'est pas de se faire balancer des promos en permanence. Il faut le faire, mais il faut pas faire que ça. Il faut avoir des choses qui apportent de l'utilité aux gens. Je te disais tout à l'heure que je pense que ça a toujours été le cas, mais maintenant les gens peut-être le découvrent ou en tout cas en prennent de plus en plus conscience. Mais si la marque n'a pas d'utilité aux personnes et à la société dans laquelle elle est inscrite, j'avais un prof. J'ai fait une prépa et je me suis fait virer de prépa parce que j'étais pas assez bosseur et on m'a dit monsieur Crête vous êtes fait pour des études courtes et je me souviens je suis parti en IUT Tech Deco et j'avais une prof qui était géniale de marketing opérationnel qui me disait demandez toujours pourquoi vous faites des choses. Et ce que tu viens de dire, c'est hyper intéressant. Faites des choses qui apportent de l'utilité aux gens. Demandez-vous le pourquoi de votre présence sur les réseaux sociaux. Start with the why, ça va du positionnement jusqu'à des opérations très concrètes. Mais si vous ouvrez un compte, pourquoi, à quoi ça sert et pourquoi est-ce que les gens iraient le suivre? Ça me fait penser à... tu vois, je vais rendre hommage à une personne qui s'y attend probablement pas. Mais c'est Cyril Olivier, là, qui est maintenant d'ailleurs patron d'un concurrent de la Fnac, du groupe Nozoli. Mais c'est... En fait, j'ai bossé pas mal avec lui quand j'étais chez Google et qu'il était chez Kiabi. Et je trouvais que c'était l'un des seuls qui osait dire en fait, le digital, c'est pas l'alpha et l'oméga de tout, quoi. C'était l'époque où tu voyais des gens sortir sur scène dans les événements qui te sortaient des projets. Et en fait, tu te rendais compte au bout de 2 secondes que de toute façon, ils étaient mornés parce qu'il n'y avait pas d'utilité, en fait. Et lui te disait, en fait, la force d'un projet digital, ça n'est que si tu te dis que la personne en face, ça va lui rendre un service énorme, quoi. Voilà. Et je trouve ça très vrai. Je suis sur vos stats. Alors, en dehors de la dernière vidéo TikTok qui fait 7 vues, on a des vidéos à 150, 200. Parce qu'elle vient d'être postée. Je taquine. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que sur TikTok, 1 million de vues, 5 millions sur le Pass Culture. Et il n'y a pas un seul produit sur les. Ah si, il y a des produits. Hein. Non, pardon, sur les vignettes. Ah, sur les vignettes, ouais. Il n'y a pas un seul produit. Non. C'est très bien. Nous, on se bat avec nos tendances de certains partenaires, prospects, clients et de dire je vends des produits, je vais montrer mes produits. Non, tu vas montrer les produits dans un cadre d'utilisation, l'utilisation du produit, enfin du lifestyle, évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as TikTok. Bon, je sais pas si ça durera, mais en tout cas, il y a encore un potentiel à faire de l'organique sur ce réseau. Ça, c'est intéressant. Mais oui, en fait, quand tu arrives à faire sur chaque contenu une moyenne de 300, à peu près 300 000 vues organiques, c'est intéressant. Voilà, mais surtout plus que sur Insta.
Bah oui, Enfin, alors c'est très empirique. Parce que Meta a depuis très longtemps tiré le trait que l'organique c'était même pas 2% de reach, donc forcément, bon, c'est très limité. Tu suis de près les innovations, les mouvements de social commerce, j'imagine, et les options de pousser vers l'achat. Est-ce que vous avez fait des tests? On a beaucoup bougé sur le live shopping déjà. Déjà, je pense qu'on est les premiers à s'être lancés fin 2020, enfin même rentrée 2020 à l'époque. Comment? Quel résultat? Quel apprentissage? Alors en fait, au début, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est dit il faut en faire plein. Faut en faire plein et on va apprendre des tas de choses. Donc pendant à peu près 1 an et demi, en fait, on a été un peu tout feu tout flamme. On en a fait, je crois, 150 à peu près entre 2020 et 2021. En 1 an et demi. Ouais, 150 en 70 semaines. Une petite année et demie. Okay, deux par semaine. Donc on y a été quand même assez fort. Ouais. Là, ouais, quand tu dis qu'est-ce que tu apprends, et c'est intéressant, c'est que en fait, déjà, quand on y allait monomarque, c'est-à-dire on présente souvent des choses, évidemment, et live shopping, hein, on ne va pas juste discuter, donc il y a souvent un produit et une marque associée. Quand il y a les monomarques, monosujet, bon, le truc décolle assez peu, finalement. Ce qui est intéressant, c'est quand il y a une solution complète, en fait, sur un besoin. Je vais te donner un exemple, mais tu vois, il vaudrait mieux faire un live sur le télétravail, et tout ce que tu peux faire pour t'équiper sur le télétravail, par exemple, qu'un live sur juste un ordinateur qui vient de sortir, voilà, par exemple. Donc cette notion d'accompagnement dans la vie des gens a une supériorité déjà. Ok, c'est super intéressant. Comme quand tu fais un article sur comment s'équiper pour se lancer un podcast avec quelques liens sponsors dedans, ce qu'on a fait nous, Matt, mon associé. Ok. Et ça te permet surtout de les placer dans un contexte. Et puis de parler de la vie des gens, parce qu'en fait, c'est facile de dire aux gens en télétravail, bah, tu as forcément été confronté à telle situation ou tu as tel truc qui t'embête, parce qu'en fait, tout le monde s'y réfère, en fait. Donc, ça a cette force-là. Donc, en tout cas, c'est beaucoup plus intéressant. On revient sur l'utilité pour les gens. Voilà. D'un côté, quand tu présentes un produit tout seul, bah, souvent, c'est ton besoin à toi, en fait, que tu fais subir à l'audience. Quand tu présentes une solution, tu t'es intéressé à ce que la personne en face de toi elle avait besoin et tu le scénarises pour lui apporter une utilité et un contenu intéressant, voilà, comme ce qu'on essaie de faire là. Donc ça c'est super. Après, tu as aussi cette question de où est-ce que tu le diffuses. Et en fait, les réseaux sociaux ne sont pas encore très matures sur le lien à l'achat. Ils n'embarquent pas la solution complète. Donc, tu diffuses sur les réseaux sociaux, il faut que tu comptes sur un trafic indirect avec de la déperdition, ainsi de suite. Mais bon, tu es obligé, tu subis, donc il faut le faire. Mais moi, j'attends beaucoup quand même de ces solutions intégrées. Je me dis que c'est pas possible qu'on n'arrive pas rapidement à ça. Et demain, si tu peux en un clic acheter le truc, ça va être une folie, ça va exploser, mais on n'y est pas encore. Donc là, pour le moment, tu as quand même des ruptures de parcours. Après, on essaie aussi de construire sur nos sites, hein. Ce qui est intéressant, c'est que depuis peu, là, on diffuse les lives sur les homes de nos sites, ce qui est quand même pas rien, hein. Quand on voit les choix commerciaux qu'il faut faire, c'est pas rien. Mais du coup, ça leur donne une exposition énorme, ça leur donne du coup une audience, et du coup, on est en train de créer une habitude qui est intéressante. Et surtout, bah, du coup, il y a aussi Là, en revanche, quand vous partez de vos sites, vous avez ces solutions de liens directs au commerce beaucoup plus simples, beaucoup plus rapides. L'expérience, il y a moins de friction, donc ça, c'est intéressant. Donc, on a systématisé le fait d'être sur nos sites et au maximum sur nos homes en fonction des besoins. Tu crées un live dont tu maîtrises la prod de la diffusion en interne. Tu n'embeds pas. Alors, pour le coup, je l'ai mal compris. Non, pour le coup, on bosse avec un acteur qui s'appelle Cast, nous, sur les... Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas embedder sur la home de la Fnac un live qui se passerait sur Insta ou sur TikTok. Non, on fait les deux, en fait. Ok, très bien. En même temps, c'est-à-dire qu'on est sur notre home, mais on le diffuse aussi ailleurs, quoi. Voilà. Et quelle solution tu as dit ? C'est Cast, C2AST. C2AST, Cast. Ouais, qui nous accompagne. Bon, ils ont bien bougé au bon moment. Ils sont bons. Les sujets sont multiples. On se fait un catch-up fin d'année ou début d'année prochaine, mais je trouve ça passionnant. On commence par la marque et tout ça se décline dans plein de contenus qui vont exister sur le web, sur les réseaux sociaux. Tout ça pour amener du choix
vers des produits. Il y a là-dedans une variable qu'on n'a pas abordée, mais on l'abordera la prochaine fois, et peut-être, mais qui est la variable des vendeurs tiers, puisque la marketplace est quand même vachement développée. Est-ce que tu peux nous communiquer des chiffres sur le CA qui est fait en ligne? Je ne peux pas vous donner des chiffres précis, mais après, je pense, voilà, si vous allez sur les sites Fnac et Darty, vous voyez bien que les marketplaces sont présentes dans les deux cas, et sont des leviers importants. Mais du coup, complexifie un peu l'équation de ton parcours qui est déjà un peu complexe. Oui. Après c'est vrai qu'on n'a pas fait le choix d'ouvrir non plus à tout vent. Donc, il y a une sélection des vendeurs. Les équipes marketplace font un taf assez remarquable là-dessus pour justement... Parce que après, à la fin, le sujet qui se pose, c'est à quel point les gens sortent satisfaits de l'expérience avec Fnac et Darty, et ils n'ont pas un achat marketplace, c'est un achat Fnac et Darty pour eux. Donc, si ça se passe mal, les marques en souffrent. Donc, tout à fait d'accord. Donc, c'est un sujet pas simple, mais c'est un sujet qui progresse, et surtout, je pense qu'il y a aussi des standards qui se font, et je pense que nos concurrents y participent aussi. C'est-à-dire que les vendeurs marketplace sont de plus en plus challengés sur leur qualité de service, sous peine d'être sanctionnés de présence ou pas sur les sites. Donc le niveau augmente et la sélection fait le reste. Mais c'est un univers de progression constante, ça c'est sûr. Un univers de progression constante. On peut s'arrêter sur cette phrase. Mais comme tout, en fait. Voilà. Julien, c'était passionnant. Je pense qu'on aurait pu continuer encore des heures, mais du coup, je suis impatient de faire ce catch-up. Avec plaisir. Je peux redonner rendez-vous. Il n'y a pas de problème. Merci infiniment pour ton temps. Merci, chères auditrices, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité. Vous retrouvez Julien Lebescon, L-E plus loin B-E-S-C-O-N-D sur LinkedIn. Si vous avez des questions ou si vous cherchez un job, tu recrutes ? On recrute toujours. Vous recrutez toujours. Julien, merci infiniment. Chers auditrices, chers auditeurs, je vous souhaite, on est le 29 quand cet épisode sort, d'excellentes vacances si vous n'êtes pas encore parti, d'excellentes vacances si vous êtes déjà parti. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous inscrire sur lepanier.io à la newsletter dans laquelle j'envoie toutes les semaines les épisodes de la semaine et surtout plein de news e-com qu'il ne faut pas rater. Julien, merci. Merci beaucoup, Laurent. Et un énorme merci à Alexandra qui nous a chaperonné discrètement du bout de la table sur cette longue conversation qui était passionnante. À bientôt. Bonnes vacances à tout le monde. Au revoir. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. À bientôt.